Bon, chers amis, dans quelques minutes, on va avoir le plaisir d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem, ministre et porte-parole du gouvernement de François Hollande. Dans quelques minutes, elle va se prêter au jeu des questions-réponses en espérant, mais ça c'est pas gagné d'avance, qu'elle ne soit pas langue de bois. Pas qu'elle, en particulier, soit langue de bois, c'est que nos chers politiques ont tendance à être langue de bois. Donc tout va être fait pour qu'elle ne le soit pas. Donc je m'apprête à l'accueillir, je compte sur vous, et je pense qu'on va passer un très très bon moment, spécialement pour Lyon News. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes née le 4 octobre 1977 au Maroc. Vous êtes arrivée à l'âge de 4 ans en France. Vous êtes la deuxième enfant d'une famille qui en compte 7. Et vous avez grandi, pas du tout à Lyon, vous avez grandi à Amiens, en banlieue d'Amiens. Étant petite, vous vouliez déjà être ministre ou présidente, ou c'était quoi votre rêve de gamine? Non, je crois que ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Non, quand j'étais petite, je voulais être journaliste, par exemple. Je voulais être romancière, je voulais être chanteuse, mais non, pas devenir ministre. Je ne pensais pas que c'était accessible. Ce qui ne vous a pas empêché de faire Sciences Po Paris, où vous avez fait une rencontre a priori décisive, vous avez rencontré Gérard Collomb. C'était dans quelles circonstances? En fait, j'ai fait des études de droit d'abord, puis en effet, je suis montée à Paris pour Sciences Po Paris. Et puis ensuite, j'ai commencé à la fin de Sciences Po une carrière dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc je suis d'abord juriste. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard Collomb, qui venait d'être élu maire de Lyon et qui cherchait à étoffer ses équipes au sein de son cabinet notamment. Et que mon profil a intéressé et qui m'a proposé de candidater à un poste qui venait de s'ouvrir, qui était un poste de conseiller en charge de la démocratie de proximité. Donc j'ai candidaté, puis à ma grande surprise, j'ai été retenue. Je dis à ma grande surprise parce que j'imaginais que pour être conseiller dans un cabinet d'hommes politiques et de maires de grandes villes comme celle-là, il fallait avoir évidemment de l'expérience en la matière. J'étais relativement jeune. Mais j'ai quand même été retenue et je suis arrivée fin 2002 à Lyon, dans une ville que je ne connaissais pas beaucoup et que j'ai découverte, dont je suis tombée totalement amoureuse d'ailleurs, et dans laquelle je me suis investie très vite comme conseillère en charge de la démocratie de proximité. Ça veut dire concrètement que c'était l'époque où on mettait en place les conseils de quartier, vous savez, dans chaque arrondissement. Donc, tout ce qui est concertation avec les habitants sur les grands projets urbains, c'était un peu moi qui en avais la charge auprès de Gérard Collomb. Et puis, je me suis très vite occupée d'un certain nombre d'autres dossiers. Je pense par exemple à la mise en place d'un conseil représentatif des étrangers lyonnais, le CREL, et d'autres instances consultatives comme le GIPIV, qui était une instance, groupe d'initiative pour l'intégration dans la ville, qui était une instance qui avait vocation à repérer dans les politiques publiques menées par la ville de Lyon les lieux où aucune réponse n'était apportée pour lutter contre l'exclusion et donc à favoriser finalement l'intégration des gens dans l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, etc. Et après, tout est allé très vite parce que dès 2004, vous avez été élu conseiller régional sur la liste de Jean-Jacques Kéran. Vous avez 26 ans à l'époque, donc vous étiez la benjamine du conseil régional. 4 ans plus tard, donc en 2008, vous devenez conseiller général et vous êtes donc cette fois-ci élu à la ville de Lyon. Donc vous rentrez au conseil municipal et vous devenez adjointe de Gérard Collomb. Et donc en 2012, donc à nouveau 4 ans plus tard, vous voilà ministre. Est-ce que ça va pas un peu trop vite? C'est vrai que quand vous relisez cette histoire a posteriori, elle semble très surprenante. Et en tout cas, vous voyez bien la place qui ont prise un certain nombre de rencontres décisives. Je n'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas eu le bonheur et le plaisir de rencontrer des gens qui ont compté dans mon parcours, Gérard Collomb bien entendu, un peu plus tard Ségolène Royal, un peu plus tard François Hollande, et qui m'ont aidé finalement à y voir plus clair aussi dans la façon dont je pouvais me rendre utile au service des causes et des valeurs qui étaient les miennes. Parce que initialement, moi quand j'étais jeune, je n'imaginais pas faire de la politique pour un tas de raisons, et sans doute que l'une des raisons principales,
c'est que, étant d'une famille d'origine étrangère, je n'ai jamais vu mes parents voter, donc ça n'était pas un acte naturel, spontané pour moi. Pendant longtemps, ils n'ont pas eu la nationalité française, donc c'est vrai que je me sentais assez peu concernée par la politique. Ça faisait pas l'objet de discussions à table le soir. Et puis finalement, c'est parce que, d'abord j'ai fait des études de droit, donc je me suis intéressée de fait à la politique par le côté institutionnel. J'y suis rentrée comme ça, en m'intéressant à la Constitution, en m'intéressant aux institutions républicaines. Et puis ensuite, parce qu'est advenu le 21 avril 2002, et que là pour moi il y a eu une forme de prise de conscience de la nécessité pour chacun d'entre nous de s'investir beaucoup plus qu'on ne le faisait pour éviter ce type de catastrophe, parce que c'était une catastrophe que Jean-Marie Le Pen au second tour d'une élection présidentielle. Donc c'est par petites touches comme ça que je me suis rendu compte que finalement ça m'était peut-être accessible la politique, et que non seulement ça m'était accessible, mais que j'avais un rôle à y jouer, et qu'à partir du moment où j'avais cette conscience politique-là, c'était presque faire une faute que de ne pas prendre ma place dans le dispositif. Et puis d'être capable de renaître de ses cendres. Et au fond, c'est aussi ça que j'ai petit à petit appris, que je me suis approprié. Et c'est comme ça que j'ai construit mon parcours moi aussi, sans avoir forcément un plan de carrière tout tracé. Encore une fois, je n'ai jamais imaginé, même jusqu'à il y a, je ne sais pas moi, un mois, devenir ministre. Je sais que ça s'écrivait ici et là, mais moi je n'y croyais pas, je n'y croyais absolument pas. Donc c'était pas un plan de carrière, mais c'est la capacité finalement à tenir ses engagements, à y consacrer un temps infini, parce que ces 10 dernières années ont été des années très, très, très intenses. Tous les week-ends, toutes les soirées ont été consacrées à mon engagement politique, donc c'est pas anodin quand même. Alors, donc là, vous êtes à nouveau la Benjamine, cette fois-ci donc du gouvernement. Vos collègues vous ont accueilli comment? Ils ont été sympas avec vous, ils ont pris pas la main, porté votre cartable. Ça se passait comment l'arrivée à Paris? Non, c'est marrant ce que vous dites. En fait, je vais vous dire, je pense que quelle que soit l'expérience des uns et des autres, parce que c'est vrai que dans le gouvernement, il y a quelques ministres qui sont plus expérimentés que d'autres pour l'avoir déjà été par le passé. Quelques-uns, ils ne sont pas nombreux. Sacré dinosaure, Michel Sapin, je ne vais pas qualifier Michel de dinosaure, mais bon, Michel Sapin, Laurent Fabius et d'autres, ou Marie-Lise Lebranchu, ont déjà été ministres, donc c'est vrai qu'ils ont une expérience supplémentaire à la nôtre. Cela étant, il y a pas mal de nouveaux venus aussi, donc je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et puis, surtout, ce que je voulais dire, c'est que même quand on l'a déjà été, le fait d'entendre votre nom comme ça sonner sur le perron de l'Élysée dans la bouche du secrétaire général du gouvernement, de toute façon, c'est une expérience extraordinaire qui fait que vous êtes tout entier concentré ensuite sur la suite des opérations pour ce qui vous concerne. Et donc, dans les premiers temps, en tout cas, il ne s'agissait pas pour les uns de prendre les autres par la main. Non, non, tout le monde était totalement concentré. Parce que je peux vous raconter comment ça se passe concrètement. Moi, le jour où j'apprends ma nomination, donc c'était le 16 mai dernier, je reçois un coup de fil du président de la République dans l'après-midi m'informant de ce qu'il souhaite me proposer. C'est comme ça que les choses sont formulées. Et c'était vraiment une surprise? Vraiment, vous vous attendiez pas du tout? Parce que c'est vrai, ça se disait quand même un peu dans la presse. Ça se disait, comme ça se disait, c'est d'ailleurs terrible ce qui se dit dans la presse, parce que du coup ça fait naître aussi des espérances chez certains qui sont ensuite déçus. Et moi j'avais trop peur que cette espérance soit déçue, donc je n'ai pas osé l'investir. D'autant que je n'avais jamais eu aucun engagement, aucune assurance, aucune garantie de la part de quiconque au sein de la campagne présidentielle, et sûrement pas du président de la République. Jamais, jamais, jamais. Donc non, je préférais à la limite rester très prudente, me protéger en quelque sorte en n'y croyant pas, plutôt que d'y croire et d'être déçue. Il n'en reste pas moins que dans la journée du 16 mai, oui, j'ai laissé mon téléphone juste à côté de moi tout le temps, en veillant à ce que personne ne m'appelle trop longtemps, voilà, pour qu'il reste accessible. Donc il a fini par sonner vers 15h30 et donc le président de la République me propose de faire partie de son gouvernement si je l'accepte. Vous avez pu traiter Nicolas Sarkozy de mélange entre Poutine et Berlusconi. Typiquement, par exemple, vous évitez les polémiques. Vous évitez les polémiques. Alors peut-être qu'elles ne sont pas toujours évitables, mais en tout cas, vous faites en sorte que ce ne soit pas vous qui les criez. On est bien d'accord, donc c'est très différent. Et bon, alors je reviens donc lorsque l'annonce est faite, en début de soirée, le temps de savourer, il est déjà 22h. Ensuite, on vous dit, bon, bah, le premier conseil des ministres aura lieu demain à 14h, je crois.
Il faut donc que toutes les passations de pouvoir avec vos prédécesseurs du gouvernement sortant aient lieu avant la fin de matinée. Et là, vous vous dites, mais comment je trouve le numéro de téléphone de mon prédécesseur? En l'occurrence, c'est Valérie Pécresse qui était porte-parole du précédent gouvernement. Comment je trouve son numéro de téléphone pour opérer la passation de pouvoir? Par ailleurs, comment je constitue mon cabinet? Parce que c'est des petites questions qui sont de l'ordre de la logistique, mais ça importe, il faut en avoir un très vite. Comment je trouve mon QG, mon quartier général? Parce que pour un ministère comme le mien, qui est un ministère neuf, c'est pas comme la chancellerie ou la culture qui évidemment hérite du ministère et des locaux existants. Moi, il faut que je me batte pour obtenir un local qui soit relativement opérationnel, bien situé, etc., etc. C'est très important pour moi parce qu'en fait, comme porte-parole de gouvernement, je serai très souvent amenée à devoir répondre aux questions d'actualité lorsque mes collègues, par exemple, seront absents, mes collègues en charge du dossier. Et donc, l'Assemblée nationale, je la fréquenterai très, très, très souvent. À 2 pas de Matignon aussi. Or, évidemment, il y a un travail très étroit qui se fait quand vous êtes porte-parole du gouvernement avec Matignon, etc., etc. Donc c'est à la fois totalement enthousiasmant et galvanisant et en même temps quand même assez stressant, il faut le dire, et difficile dans les premiers temps. En tout cas, le temps de trouver ses marques et c'est surtout beaucoup de travail. Et donc ce nouveau ministère des droits des femmes, c'est très dans l'air du temps, on pas beaucoup de parité, on se félicite qu'il y ait plus de députés et eux qu'avant, bien que ça fasse toujours qu'un quart de l'Assemblée. Donc c'est très dans l'air du temps, mais à quoi ça sert? En fait, c'est à la fois dans l'air du temps et pas dans l'air du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, il y a une espèce d'illusion d'égalité dans la société française. On a l'impression que les combats pour le droit des femmes, etc., sont d'une autre époque, qui sont derrière nous, qu'on a conquis la plupart de ces droits et que donc il n'y a plus besoin de se battre. Et ce faisant, à force de penser ça ces dernières décennies, on a laissé régresser les droits des femmes, régresser l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que c'est un domaine dans lequel, quand on n'avance pas, en fait, on recule. On ne fait pas du surplace, on recule, parce que vous avez des lobbies conservateurs ici, des manques de moyens là, etc., qui font que c'est des sujets sur lesquels il faut se battre en permanence si on veut que ça avance. Et alors que dans les années 70-80, avec les mouvements féministes, on en avait bien conscience de tout ça et on se battait beaucoup, notamment sur le droit à disposer de son corps, eh bien dans les années 90-2000, on a un peu laissé filer toutes ces batailles et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des inégalités professionnelles qui sont croissantes. C'est pas seulement qu'on les a pas réglées, c'est qu'elles sont croissantes. Pourquoi elles sont croissantes? Parce que on n'est pas seulement confronté aux inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur, à la même position. On est confronté à une précarisation des femmes au travail qui sont embauchées pour la plupart d'entre elles. Une femme sur 3 en activité est embauchée à temps partiel. Le temps partiel est souvent du temps partiel contraint. Qui travaillent ces femmes souvent dans des secteurs comme la propreté, la grande distribution, l'aide à domicile, etc. Dans des secteurs très féminins dans lesquels les conditions de travail, c'est les horaires atypiques. La propreté, elles viennent faire nettoyer vos bureaux à 4h ou 5h du matin. C'est la polyactivité. Ce qu'on appelle la polyactivité, c'est le fait d'avoir plusieurs boulots pour pouvoir boucler les fins de mois, etc. Les temps de transport entre ces différents boulots, qui font que c'est la galère quotidienne pour un nombre de femmes considérable en France. On estime à 4 millions le nombre de femmes en temps partiel. Donc, si vous voulez, tous ces sujets-là finissent par faire que, en réalité, aujourd'hui, il fait beaucoup moins bon être une femme devant le marché du travail qu'être un homme. En termes de salaire, de rémunération, en termes de carrière, en termes de conditions de travail, en termes de retraite in fine, parce que tout ça en plus c'est la double, triple peine. Vous vous retrouvez évidemment avec des retraites 40% inférieures aux hommes, parce que vous avez eu du temps haché, que parce que vous avez pris un congé parental par exemple, même des dispositifs qui paraissent comme ça positifs. Quand vous prenez un congé parental de 3 ans, vous êtes une femme, au bout de 3 ans, vous croyez que c'est facile de retourner sur le marché du travail? Non, c'est surtout en période de crise, c'est une galère absolue. Et donc du coup, c'est une trappe à inactivité. Et donc il faut réinterroger tout ça. Et bien sûr qu'il y a besoin d'un ministère des droits des femmes pour interroger tout ça, pour se poser et pour se concentrer sur ces sujets-là. Parce que sinon, si on laisse juste les autres ministères puis les partenaires sociaux se poser les questions, ils vont toujours mettre d'autres sujets et on peut les comprendre.
plus prioritaire que celui-là. Au-delà du fait de poser les problèmes, qu'est-ce qui peut Les faire résoudre, ça peut être par exemple, j'évoquais le temps partiel, le problème le plus cruel encore s'agissant du temps partiel, c'est ce qu'on appelle les temps très partiels, c'est-à-dire les femmes, souvent des femmes, il y a des hommes, mais souvent des femmes, qui ont même une durée minimale horaire si basse de travail concrètement, qu'elles n'ont même pas accès à certains droits sociaux, indemnités journalières, droits à chômage, etc. Ça existe ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une femme de ménage qui intervient chez vous, mais peut-être est-elle dans ce cas-là. Et vous n'êtes pas dans l'illégalité, hein. C'est juste comme ça, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a des oubliés du Code du travail d'une certaine façon. Eh ben, il faut réparer la loi pour que tout le monde soit protégé. S'agissant de l'égalité professionnelle en tant que telle, c'est-à-dire le fait d'avoir dans les entreprises les mêmes salaires pour les mêmes compétences, etc., il faut… la loi, elle existe. La loi, elle existe. Et il ne s'agit pas d'en refaire une nouvelle juste pour le plaisir d'accoler son nom à une nouvelle loi. C'est vraiment pas ma conception des choses, en tout cas. Il faut reprendre la loi telle qu'elle existe et puis regarder le décret d'application. Et quand vous regardez le décret d'application, vous vous rendez compte qu'en fait, les entreprises, elles ne sont jamais sanctionnées alors qu'il est prévu par la loi qu'elles le soient, même qu'elles le soient jusqu'à 1% de leur masse salariale, ce qui est énorme. Mais elles ne sont jamais sanctionnées parce que le dispositif de contrôle est totalement inefficace et inopérant, puisque en gros, il faut attendre que l'inspection du travail passe dans l'entreprise. L'inspection du travail n'a pas suffisamment de moyens, de formation, de priorité en la matière pour y passer. Et que quand elle passe enfin dans l'entreprise, elle fasse ce qu'on appelle un constat de carence, c'est-à-dire qu'elle constate que l'entreprise n'a pas rempli un rapport de situation comparée, sauf que la loi et le décret d'application ne précisaient pas ce qu'il fallait mettre dans le rapport de situation comparée. Alors du coup, on n'en rajoute pas sur ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. Ensuite, quand ce constat de carence est fait, on laisse à l'entreprise la possibilité de négocier avec ses organisations syndicales ou alors de prendre un plan d'action unilatéral en 6 mois, et puis on repasse 6 mois plus tard, et si quelque chose a été ébauché dans les 2 procédures que je viens d'évoquer, alors on considère que c'est bon. Enfin, tout ça n'est pas satisfaisant. L'égalité salariale, c'est oui, c'est non. Donc, aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas de raison d'attendre que l'inspection du travail passe pour que les entreprises réfléchissent à se mettre en conformité. C'est ça qui va être changé dans le décret d'application. Il y a une autre loi qui va peut-être porter votre nom, c'est celle sur le harcèlement sexuel. Ouais. C'est une situation assez curieuse parce que cette loi existait, elle a été votée en 1992 et elle vient d'être abrogée par le Conseil constitutionnel qui la juge trop floue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, du fait que cette loi n'existait plus, est-ce qu'aujourd'hui il est autorisé de harceler sexuellement, sans que ce soit un appel aux amateurs, mais est-ce qu'on est dans un vide juridique où vraiment il n'y a pas de loi ou comment est-ce que ça se présente aujourd'hui ? En fait, si vous voulez, quand le Conseil constitutionnel a décidé d'abroger la loi, donc le 4 mai dernier, il l'a fait pour une raison précise, qui est que les dispositions de la loi sur le harcèlement sexuel qui existaient n'étaient pas suffisamment claires. Il y avait un flou sur la définition exacte du harcèlement sexuel. On est d'accord avec lui. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que, si vous voulez, les associations féministes qui pointaient depuis des années le flou et l'imprécision du délit de harcèlement sexuel réclamaient du gouvernement sortant qu'il transpose dans le droit français une directive européenne de 2002 qui donnait une définition beaucoup plus claire du harcèlement. Ça n'a pas été fait parce que là encore, comme il n'y avait pas de ministère en charge des droits des femmes, ça n'a jamais été considéré comme une priorité. Donc ça n'a pas été fait, aboutissant à cette situation ubuesque où le Conseil constitutionnel décide d'abroger avec effet immédiat la disposition existante. Entre nous, il aurait pu l'abroger avec effet reporté. Donc il y a une vraie question là-dessus, laissant un vide juridique qui est quand même préjudiciable pour beaucoup de victimes de harcèlement, puisque concrètement, pour être tout à fait franche, comme il existe encore des dispositions sur le harcèlement sexuel dans le Code du travail, concrètement, celles qui vont en justice pour du harcèlement qui s'est passé dans le cadre du travail peuvent s'appuyer sur les dispositions du Code du travail, donc c'est pas un vide juridique total. Mais par contre, la sanction ne peut pas être pénale, puisque dans le Code pénal, en revanche, il n'y a plus rien. Et puis pour celles qui vont devant les tribunaux pour du harcèlement qui s'est produit ailleurs, parce que du harcèlement, vous pouvez en avoir à l'université, vous pouvez en avoir partout, en allant chercher un logement, etc. Eh bien, elles, en revanche, il y a un vrai vide juridique. Donc, il fallait procéder très vite à la réécriture de la loi, et c'est ce que nous avons fait avec Christiane Taubira, garde des Sceaux, en veillant à avoir une définition très large du harcèlement sexuel, qui recouvre des faits qui peuvent être soit répétés et qui portent atteinte à la dignité des personnes ou qui créent autour d'elles un environnement hostile,
soit un acte unique dès lors qu'il s'apparente à du chantage sexuel, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas moi, vous venez pour un entretien d'embauche et je vous dis ça marche si tu acceptes 2, ça c'est du chantage sexuel, ça se fait qu'une seule fois, mais il faut que ça puisse être pénalisé quand même parce que c'est pas acceptable pour autant. Et puis surtout, le nouveau projet de loi pénalise plus sévèrement que par le passé le harcèlement sexuel, puisqu'avec le mécanisme des circonstances aggravantes, et dans les circonstances aggravantes, il y a notamment le fait que tout cela se soit produit du fait de quelqu'un qui a abusé de son autorité hiérarchique, or c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, même si c'est pas unique comme cas. Eh bien, avec le mécanisme des circonstances aggravantes, on peut atteindre jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison, donc c'est assez intéressant. Quoi d'autre sur le harcèlement? Dernière chose, on a prévu dans ce texte que les cas de discrimination puissent être sanctionnés aussi. Qu'est-ce qu'on appelle la discrimination? La discrimination suite à des faits de harcèlement sexuel, c'est quand par exemple, imaginons que vous soyez témoin de faits de harcèlement sexuel et vous êtes un collègue et vous voyez ça tous les jours et vous commencez à émettre des réserves, voire vous agacez de la situation, vous dites c'est pas normal, etc. Et que du coup le patron vous licencie 3 mois plus tard. Vous avez été témoin de faits de harcèlement sexuel, vous avez cherché à vous opposer, vous êtes licencié. Ben, on considère que c'est la discrimination. Tout ça n'était pas prévu dans la loi précédente aussi. Donc voilà, c'est une loi très protectrice, c'est une loi aussi qui dit concrètement le harcèlement, ça existe dans la société, il faut arrêter de le nier. Aujourd'hui, vous avez à peine 1000 cas qui sont portés devant les tribunaux et quelques 80... La question de la preuve, très souvent, je suppose, ouais, parce que ce genre de cas que vous évoquez se passe souvent en huis clos, donc sans témoin. C'est pour ça. Comment est-ce que les victimes peuvent justement faire valoir ce... Ben justement, bon, d'abord, la loi s'accompagnera d'une instruction au parquet pour expliquer aussi le sens des mots qu'on a mis dans la loi et notre volonté, parce qu'on peut donner une instruction générale, on ne peut pas donner une instruction particulière au parquet, comme vous le savez, mais une instruction générale, notre volonté de mettre le paquet sur la pénalisation du harcèlement. Donc ça veut dire aussi qu'en matière de preuves, il en faudra toujours, évidemment, mais que les juges doivent veiller à ce que les victimes soient protégées. Donc, et puis par ailleurs, ce sur quoi nous allons travailler, c'est la prévention du harcèlement. Et ça, là, c'est complètement mon rôle, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs d'ores et déjà avec les partenaires sociaux, de faire en sorte que notamment dans le monde du travail, il y ait par exemple des médiateurs dans les entreprises qui soient chargés de ça et d'autres choses, mais en tout cas qui puissent être sollicités par une personne en souffrance. Et qu'au-delà du monde de l'entreprise, il y ait une campagne de communication très vaste pour que les gens aussi apprennent à faire la différence entre ce qui relève de la drague lourde et ce qui relève du harcèlement. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les victimes de harcèlement n'osent même pas porter plainte parce que parfois elles culpabilisent, elles se disent que c'est un peu leur faute, elles n'osent pas sortir de ce huis clos-là dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il faut que tout le monde ait conscience que le harceleur, c'est le coupable et le harcelé, c'est la victime. Voilà. Ok, revenons à Lyon. Donc, on avait dit tout à l'heure que vous êtes arrivé en 2003, donc, suite à la proposition que Gérard Collomb vous a faite. Donc on vient de parler donc, des différentes fonctions que vous avez eues, que vous avez effectivement exercées avec passion, donc ça s'est vu tout à l'heure aussi dans votre réponse. Est-ce que maintenant que vous êtes à Paris, Lyon commence par un peu à vous manquer? Si, bien sûr. Cela étant, vous savez, j'y suis toutes les semaines quand même. Hein. J'y reviens chaque week-end. Et ça va rester comme ça? Vous allez garder un pied à terre à Lyon? Évidemment. Et puis là, je dis chaque week-end, mais en réalité, sans doute plus souvent, parce que je reste conseillère générale de Montchat et dans le 3e arrondissement et conseillère municipale de Lyon. Donc j'ai quand même des engagements envers les Lyonnais. Et je suis attachée à les conserver et puis c'est ma terre de prédilection, Lyon, donc j'y suis bien, je continuerai à y vivre. En 2007, on parlait de la campagne législative, vous avez perdu contre Dominique Perben. Il faut savoir que la 4e circonscription du Rhône est difficile, elle a toujours été à droite donc, depuis sa création en 1986.
Et vous projetiez de vous y représenter en 2012 et dans un document de campagne, vous avez écrit « Je suis candidate pour tenter d'arracher la 4e circonscription lyonnaise au triste destin électoral qui lui est promis depuis sa création, rester un fief de la droite pour toujours. » Or, une fois nommé ministre, vous avez renoncé à votre projet. Et finalement, c'est Anne Brugnera qui a porté les couleurs du PS. Donc on imagine un peu que la règle qui a voulu que chaque ministre battu aux législatives doit rendre son ministère y était pour quelque chose. Maintenant, il y a des collègues à vous qui sont présentés dans des circonscriptions pas forcément très faciles non plus. Enfin, je pense à Aurélie Filippetti, Maria-Alette Carlotti à Marseille, ou Stéphane Le Foll qui a d'ailleurs gagné, remporté la circonscription, l'ancienne circonscription de François Fillon. Est-ce que vous n'êtes pas un peu défilé ? Non, d'abord, commençons par votre dernière question. Sur la comparaison avec les collègues membres du gouvernement, il n'y a aucune comparaison possible. Il n'y a aucune comparaison possible, si tant est qu'on regarde un petit peu les informations. J'étais la seule membre du gouvernement, candidate dans une circonscription dans laquelle François Hollande n'était pas arrivé majoritaire au présidentiel. Et non seulement il n'était pas arrivé majoritaire, mais Nicolas Sarkozy y avait fait 54%. C'est vous dire la nature de la circonscription. Tous mes autres collègues, y compris ceux que vous citez, étaient dans des circonscriptions dans lesquelles François Hollande était majoritaire. Et pour certains de ceux que vous citez, il avait fait 53-54%. La seule qui était un peu en difficulté, c'est Maria-Arlette Carlotti, qui se présentait dans un territoire où François Hollande, bien qu'arrivé majoritaire, là encore, ne l'avait emporté que de 50,3 ou 50,4. Mais donc vous comprenez bien qu'on n'est absolument pas dans les mêmes situations, il n'y a pas de comparaison possible. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas vraiment mon style de me défiler. Et vous le savez bien, vous êtes lyonnais, ça fait 10 ans que faisant de la politique ici, à chaque fois que je me suis présentée à une élection, à chaque fois, il n'y a pas une exception, je me suis présentée dans un territoire de droite pour tenter de l'arracher à la droite. Je ne me suis jamais présentée dans un territoire de gauche. C'est fou. C'est vrai des élections régionales en 2004, bien sûr avec Jean-Jacques Keran, la région était de droite, nous la lui avons arrachée. C'est vrai des élections législatives en 2007, vous l'avez rappelé, contre Dominique Perben, dans une circonscription où la droite avec Raymond Barre passait dès le premier tour. J'ai fini sur un score relativement honorable, 43,5. C'était un territoire de droite. C'est vrai des élections cantonales en 2008. Je me suis présentée à Montchat, dans un territoire qui n'avait jamais été de gauche. Je l'ai remporté à 60%, à la surprise générale, face au conseiller général sortant qui était élu depuis 81. C'était un territoire de droite. C'est vrai des élections municipales de 2008 où, bien qu'entraînée par la dynamique Gérard Collomb, je me suis présentée dans le 3e arrondissement, qui était un arrondissement de droite et qu'il n'était pas si évident que ça de remporter, que nous avons remporté, comme vous le savez, avec Thierry Philippe dès le premier tour. Contre Dominique Perben. Contre Dominique Perben, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, mon parcours politique, je crois que je n'ai pas de brevet de légitimité ou de brevet de courage à produire à qui que ce soit, parce qu'à chaque fois que je me suis présentée à une élection, je suis allée chercher les choses. Les législatives en 2012. Les législatives en 2012, à la fin de l'année 2011, lorsque le Parti socialiste donne ses investitures aux candidats aux élections législatives, il m'est proposé le choix entre deux alternatives. Le Parti socialiste veut me voir députée. Donc, il me propose d'être parachutée dans une circonscription gagnable. Parce que c'est comme ça. Il y a des circonscriptions qui sont structurellement de gauche et d'autres qui sont structurellement de droite. Et c'est bien pour ça qu'on les découpe d'ailleurs. C'est pour en faire des circos de droite ou de gauche. Le Parti socialiste me propose donc d'être parachutée dans une circo gagnable. Simplement, cela nécessitait, en l'occurrence, il s'agissait de Mantes-la-Jolie dans la région parisienne. Cela nécessitait de quitter l'agglomération lyonnaise. Je tiens à l'agglomération lyonnaise parce que ça fait 10 ans que je m'y bats et que je m'y construis une légitimité politique. Donc, si j'étais en effet disposée à changer de circonscription au sein de l'agglomération lyonnaise, mais la possibilité ne s'est pas présentée, je n'étais pas disposée à sortir de l'agglomération lyonnaise. Donc, j'ai fait le choix, en toute connaissance de cause, et je l'ai dit au Parti socialiste qui en est resté bouche bée, pour être franche, j'ai fait le choix de rester dans cette circonscription dite ingagnable, qui est la 4e circonscription, en disant... On est quand même dans une situation très particulière, je veux rester lyonnaise, c'est vrai qu'elle est très difficile, mais je n'exclus pas de la remporter parce que, après tout, il peut y avoir une très belle vague rose, que Perben, le sortant, déclenchait pas mal l'hostilité des Lyonnais, etc., etc. Donc voilà, donc je pars en connaissance de cause, mais sachant que le plus vraisemblable, c'est que je la perde. Mais je préfère partir au combat plutôt que de quitter cette ville. Ensuite, je me bats, je veux dire, pendant 6 mois, j'étais certes engagée dans la campagne présidentielle, mais à chaque fois que je sautais du train pour revenir à Lyon,
Avant même de rentrer chez moi pour dire bonjour à mes enfants, je retournais dans la 4e circonscription pour y faire une campagne extrêmement intense. Vous le savez d'ailleurs, on le sait. Donc j'ai fait une campagne très intense pendant 6 mois dans la 4e circonscription. Et d'ailleurs, cette campagne très intense, elle a fait bouger des voix. Pourquoi? Parce qu'au moment des présidentielles, malgré le score que j'évoquais tout à l'heure, 54% en faveur de Nicolas Sarkozy, François Hollande et la gauche, et donc moi d'une certaine façon, nous avons réussi à faire bouger par rapport à 2007 10% de l'électorat sur cette 4e circonscription. C'est-à-dire que 7000 nouveaux votants se sont portés sur la gauche. Ce qui veut bien dire qu'on grignote petit à petit. Mais est-ce que c'était suffisant pour la gagner quand on sait que la droite a remporté 54% Et au après coup, vous en présidentiel? pensez quoi? Parce qu'Anne Bruniera, elle a Eh bien, fait après coup. presque 47%. Ah, eh bien, alors, juste une chose. Donc, quand je vois ce résultat, je suis appelée à faire partie du gouvernement, que Jean-Marc Ayrault énonce très clairement cette règle que tout ministre battu doit quitter le gouvernement, la question est simple pour moi. Est-ce que pour la beauté du geste, c'est ça, hein, est-ce que pour la beauté du geste, il faut que je continue dans cette circonscription que je sais très difficile à remporter, ou est-ce que je préfère rester ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement et s'agissant de ce territoire, lui offrir une candidate qui, elle, sera à la manœuvre tous les jours 100% sur le terrain, dans la dernière ligne droite, pour espérer quand même faire le meilleur score possible, voire l'emporter. Anne Bruniera est une membre de mon équipe de campagne depuis le début. Elle a beaucoup fait campagne avec moi, c'est une femme que j'aime beaucoup, une jeune femme que j'aime beaucoup, qui est dynamique, qui est engagée. Et je me dis qu'au fond, elle fera mieux l'affaire que moi dans ces conditions. Moi, je suis porte-parole de gouvernement. Est-ce que vous imaginez que je peux revenir tous les 2 jours à Lyon? Je suis obligée d'être parisienne pendant la plupart du temps, évidemment. Et pendant ce mois crucial de fin de campagne législative, ça va évidemment me porter préjudice dans la campagne à mener dans la 4e. Anne accepte d'y aller. Et elle fait un résultat qui est bon, franchement, 46,80 je crois, c'est ça, hein? 76. Moi j'ai préféré arrondir, 46,80 on va dire, Est-ce que c'est justement là, formidable. vous vous dites, si moi j'étais allé faire avec votre notoriété, Mais non, votre aura médiatique, est-ce que après coup vous pensez, vous aurez pu la remporter ou pas? Quelle prétention! Quelle prétention que de dire cela. Non mais j'ai lu que ça avait été dit par certains et je les en remercie, y compris par Gérard Collomb. Je trouve que c'est une belle marque de respect envers ma personne. Mais non, vous savez bien que quel que soit votre nom, l'aura du fait d'être ministre, ça ne fait pas bouger, allez, mettons que ça fasse bouger 1 point, ce qui me paraît déjà énorme. Eh bien, j'aurais fini à 47,76. Vous imaginez? Donc ça veut dire que le 17 juin au soir, j'aurais fini à 47,96 et dû rendre mon tablier de ministre et de porte-parole du gouvernement. Voilà, ceux qui remettent en cause ma décision voulaient qu'on en finisse comme cela, mais je suis désolée, moi je ne souhaitais pas et je l'assume totalement. Et encore une fois, ce qui m'est très difficile, c'est d'entendre des leçons de courage données par les uns et par les autres. Je veux dire, la facilité, vous savez, la facilité pour moi, ça aurait été d'accepter de me faire parachuter ailleurs, puisque je n'ai pas raconté l'intégralité de l'histoire, mais au lendemain de l'élection présidentielle, le Parti socialiste est revenu à la charge en me disant « on a vu le résultat dans ta circonscription, tu risques de ne pas l'emporter, on t'a trouvé une autre circonscription. » Ça a été rendu public, on peut en parler maintenant, dans le nord de la France, en Picardie, puisqu'il se trouve que je suis amiénoise d'origine, donc le Parti socialiste me dit voilà, on te la laisse, cette circonscription, elle est évidemment gagnable, d'ailleurs la personne qui s'y est présentée l'a très bien remportée, vas-y. Et j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Beaucoup d'autres gens auraient fait le choix inverse, mais pourquoi j'ai refusé? Parce que je veux rester lyonnaise. On en revient à votre question précédente. Je n'ai pas l'intention de quitter cette ville. J'y suis bien, j'y ai été bien accueillie, je suis heureuse de représenter les Lyonnais. Et je ne suis pas prête à tout laisser tomber pour un poste justement de député. Vous voyez comme c'est compliqué en fait. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est voilà. En tout cas, j'assume totalement mes choix et je suis très heureuse aujourd'hui de continuer à figurer dans l'équipe gouvernementale, dans des fonctions qui me passionnent et qui ont beaucoup de sens. Parce qu'au-delà de ma personne,
c'est évidemment extrêmement important d'avoir en qualité de porte-parole du gouvernement une jeune femme de 34 ans. Vous voyez, c'était pas si évident que ça. Et donc je porte d'une certaine façon bien plus sur les épaules que ce que je peux espérer moi, vouloir moi. C'est aussi les espoirs d'une immense partie de la population française qui me le dit. Hein, quand je me déplace, vous n'imaginez pas le nombre de témoignages et de soutien et d'exigence que je reçois de la part des gens. Quand je dis d'exigence, c'est-à-dire qu'ils me disent clairement « ne nous déçois pas ». Toi, vraiment c'est toi, hein, tout particulièrement, tu n'as pas le droit de nous décevoir. Merci, il commence toujours par un merci, merci de ce que tu es, de ce que tu dis, de ce que tu fais, mais surtout ne fais pas d'erreur. Dernière question pour finir un peu sur une petite note on va dire humoristique. Un fait qui ne vous a pas échappé, le journal Direct Matin a publié hier la liste des députés EE, donc femmes les plus jolies. Donc ça ne vous a pas plu, hein, ce que vous avez écrit sur Facebook. J'ai lu Direct Matin et cet article moyenâgeux sur le vent de glamour, c'était le titre, qui soufflerait à l'Assemblée nationale. J'attends le versant masculin. Et bien ça a été fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est l'œuvre d'un site qui s'appelle Terra Femina, le voici, qui a sélectionné 6 ou 7, justement on y vient, 6 ou 7 hommes politiques donc récemment élus. Et comme dans le droit des femmes, il y a femmes, je voulais savoir si vous êtes d'accord avec leur sélection. Donc j'en ai pris 4, 2 de gauche, 2 de droite, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et vous allez me dire si réellement donc, vous approuvez leur sens critique ou pas. Donc on a Benoît Hamon, beau gosse ou pas beau gosse? Ouais, pas mal. Ok. François Bayrou? Pas mal. Ok, donc c'est déjà 2 bons points pour Terra Femina. Manuel Valls? Ouais, pas mal. Ok, donc 3 bons points. Et Laurent Wauquiez? Je lui en veux tellement à Laurent Wauquiez pour ses propos sur l'assistanat, etc., que non, j'ai du mal du coup. Alors 3 contre 1, donc ça fait quand même Vous voyez un bon score comme quoi finalement le charme, ça tient aussi à ce qu'on dégage en termes d'idées, de convictions, ça tient pas qu'à un physique. Mais bon, c'est bien que Terra Femina ait rééquilibré les choses, c'est très bien. Et en tout cas, vos 2 collègues ministres trouvent votre approbation, donc on sent que vous êtes assez dur au Conseil des ministres. Peut-être un peu moins pour les questions d'actualité au Parlement, alors parce qu'il y a Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée alors.